Tous les pèlerins sont-ils honnêtes? C'est ce que vous saurez à la fin de cette drôle d'histoire. J'ai ouï conter l'aventure d'un commerçant qui, revenant des foires de Champagne, s'en retournait à Gênes pour se réapprovisionner en poivre, galanga, gingembre, cardamome et autres épices d'Orient. Sur son chemin, il rencontra un pèlerin, fatigué et affamé, qui revenait de Saint-Jacques, arborant les enseignes de son parcours. Généreux de nature, il lui offrit du pain. Leur voyage était bien différent. Le pèlerin, sabotier dans son village, mangeait et dormait dehors ou dans un hospice comme celui de Roncevaux. Ils firent un bout de route ensemble et se racontèrent leur voyage. À Roncevaux, la porte est ouverte à tous, malades ou non, catholiques, païens, juifs. On lave les pieds et la tête des pauvres, on leur coupe les cheveux, on rapièce même le cuir de leurs souliers. Enfin, s'ils en ont! Et ils rirent de bon cœur, car ce drôle de sabotier allait nu-pieds, justement. Ils reprirent leur route. Mais soudain, un hors-la-loi fait irruption pour les détrousser. Cherchant l'or, ils fouillent, farfouillent, mais en vain. On nous a déjà tout pris. Ne nous tuez pas. C'est péché que tuer un pèlerin. Le brigand, maugréant, ne repart qu'avec les bêtes, les bourses et les draps de laine. Quand il est loin, le marchand éclate de rire. Ce bougre de brigand a jeté sans le savoir un parchemin de haute valeur. C'est une lettre de change. Une lettre de change? Oui, grâce à cet écrit, je vais me faire payer à Gênes une grosse somme que me doit un marchand anglais. Oh là, ce cuir-là vaut de l'or alors? Effectivement. Oh, venez, je vous invite à l'auberge, je vous raconterai. En chemin, le marchand raconte aux pèlerins les merveilleuses foires de Champagne. Il lui décrit les comptoirs et aulnes, les baraques et magasins, les tables, les éventaires où l'on vend fourrure grise ou bigarrée, toile de lin, tissu de laine, mais aussi les tables de changeurs, indispensables à ces marchands venant de tout pays pour leurs opérations de change. Mais le soir, à l'auberge, à l'heure du coucher, si le marchand s'endort facilement, son compagnon, lui, est tourmenté. Il n'est en effet ni sabotier, ni pèlerin, et utilise ce stratagème pour profiter de l'hospitalité des moines et de la bonté des gens. Mais ce soir, la fortune lui sourit, croit-il, en volant le parchemin et les habits du marchand. Malheureusement pour lui, son apparence ne fera pas illusion pour se faire remettre l'argent à Gênes comme il l'avait cru. Et voilà comment, de faux pèlerin, il devint escroc raté. On pourrait schématiquement diviser le commerce dans l'Europe du XIIe siècle en 3 routes majeures. Les routes du Nord, dites de la Hanse, sont plutôt maritimes. Elles relient Hambourg, Londres, Bruges et la Scandinavie. Les routes du Sud, également maritimes, sont plutôt italiennes. Elles sont dominées par Venise et Gênes et relient des villes comme Barcelone, Marseille, Valence, Palerme, Tunis, Constantinople ou Acre. Les routes terrestres, reliant les 2 précédentes, passent principalement par les très importantes foires de Champagne, à Troyes, Lagny, Provins et Bar-sur-Aube. Ces villes du comté de Champagne prennent alors un essor considérable et le français devient temporairement la langue internationale du commerce. Dans la seconde moitié du XIIIe siècle, les changeurs y prennent une importance majeure et ces foires deviennent la première place financière d'Occident, où spéculation et manipulations monétaires et bancaires prennent le pas sur le simple négoce.
Connaissez-vous ce batelier qui s'ennuyait tant qu'il faisait passer la Saône pour rien à celui qui lui contait quelque histoire originale? Un soir, un vilain, à l'air modeste, se présenta à lui. Et alors même qu'il s'excusait du peu qu'il aurait à raconter, surgit un jeune homme hautain et parlant fort. « Ah, eh bien merci, dit-il. J'ai dû quitter Paris, où j'étais étudiant. De mes voyages, je n'avais jamais vu une ville aussi agréable et vivante. Partout, des gargotes où manger, des commerces, des gens qui s'amusent. Et c'est vrai que les étudiants y sont bien accueillis. Ah, j'aimais participer aux activités philosophiques et aux disputes qui font tellement avancer notre réflexion. Par contre, c'est dommage de devoir supporter les Allemands coléreux, les Normands orgueilleux, les traîtres poitevins et les Siciliens arrogants, entre autres. Mais il y a pire. L'évêque de Paris vient de décréter qu'il faut s'écarter de 219 erreurs exécrables que nous avons la témérité de discuter. Mon maître a dû fuir à Padoue, et me voilà jeté sur les routes pour le rejoindre, persécuté par les loups, les arnaqueurs et les taxes injustes. Et vous, vous rentrez à la ferme après un petit tour au bord du coin? Oui, c'est ça. Je reviens de Lyon. Ah, bah dites donc, ça fait un sacré grand voyage pour un paysan. Oui, c'est sûr. D'autant que je reviens de Terre Sainte. Vous? En Terre Sainte? Oui, quand le roi Louis a appelé à la croisade, mon maître a décidé que je l'accompagnerais avec ma femme pour nous occuper de l'intendance. Mais à peine arrivé à Tunis, ils sont tous morts comme notre roi du choléra. Alors j'ai suivi Édouard d'Angleterre en Terre Sainte. Là, j'ai été surpris par l'attitude des pèlerins. J'en ai vu s'installer dans les lieux saints pour manger, comme à l'auberge. Et des nobles qui dégradaient le tombeau du Christ à la lame pour y inscrire leurs armoiries. Ce qui serait impensable pour un sarrasin, un turc, un barbare ou un juif. Mais finalement, je me suis plu à vivre là. Savez-vous qu'on voit souvent le préfet de Jérusalem, avec des notables musulmans, prendre l'air le soir sur la colline et discuter, grâce à un interprète, avec les religieux, tout en mangeant et en buvant amicalement? Non, non, si je suis de retour, c'est rien que pour revoir mes vieux parents. Nous sommes arrivés, messieurs. À vous écouter, je ne sais plus si c'est en Bourgogne ou dans les États latins. À l'époque où se situe cette histoire, en 1277, cela fait déjà plus d'un siècle que les centres très actifs de traduction, comme Tolède, en Espagne musulmane, ou Palerme, du royaume normand de Sicile, mais aussi Cluny, ont permis une grande circulation des idées et une redécouverte des auteurs de l'Antiquité grecque et latine. C'est en grande partie grâce à la circulation des traductions que les universités ont connu un grand essor au XIIe et XIIIe siècle. Certaines universités, comme Paris, Bologne, Oxford, drainent des étudiants de toute l'Europe. La vie estudiantine est alors un grand moment de voyage. De son lieu d'origine à l'université, bien sûr, mais aussi d'université en université. C'est l'étude de la pensée d'Averroès, un philosophe, théologien et médecin andalou de langue arabe, cherchant à concilier l'enseignement d'Aristote et la révélation des évangiles, qui vaut à l'étudiant de notre histoire et à son professeur, Sigur de Brabant, les foudres d'Étienne Tempier, alors évêque de Paris, et son exil vers Padoue. Son décret marque une rupture après un siècle et demi de grande liberté de pensée, la Renaissance du XIIe siècle. Un jour, je croise un pauvre en Avignon qui tenait sur son épaule un magnifique oiseau. Le mendiant s'exprimait fort bien, ce qui m'incita à lui demander de me conter son histoire. Voici ce qu'il me conta. Le comte de Saint-Esprit était un homme de peu d'esprit. Orgueilleux et vaniteux, il dépensait sans compter pour développer un sublime jardin et une volière qui était pour lui la démonstration éclatante de sa fortune. Par chance,
Il était secondé pour toute la gestion de ses affaires par un clerc prénommé Pépin, dont l'intelligence n'égalait que son humilité. Un jour, le comte entendit parler des fabuleux voyages de Marco Polo, ce marchand vénitien, et d'oiseaux merveilleux dont les fientes regorgent de diamants. Il demanda alors à son clerc de partir sur-le-champ pour la Chine à la recherche de nouveaux spécimens. Et c'est ainsi que, de Venise, celui-ci prit un navire marchand qui allait à Constantinople, sur lequel d'ailleurs il découvrit le gouvernail d'Étambot et les portulans qu'il ne connaissait pas. Il pensait bien vite rejoindre Bagdad, Palmyre ou Alep, mais son traducteur lui conta ce qui se répétait partout ici dans les souks. L'homme le plus riche du monde était à présent au Caire et en route vers la Mecque. C'était le sultan des Noirs, suivi par une caravane de milliers d'hommes et de chameaux. L'avisé Pépin se rendit donc au Caire sans tarder, dans l'espoir de trouver un oiseau encore plus extraordinaire. Mais lorsqu'il vint demander audience au Kanga Moussa, on lui indiqua que celui-ci ne recevait jamais, et qu'il était de plus très inquiet pour son fils héritier, qui souffrait d'un mal mystérieux que les grands sorciers ne connaissaient pas. Pépin se fit décrire les symptômes du dauphin, car il savait la médecine. Et par chance, il avait avec lui toutes les plantes médicinales du jardin de son maître. Grâce à lui, le fils fut remis en quelques jours. Le monarque fit alors appeler Pépin pour le remercier du présent de son choix. « Sire, je suis à la recherche de quelque oiseau précieux et inconnu dans nos terres pour mon maître. »« Bien, je te ferai donner le plus bel oiseau de mon royaume, mais cela n'est rien. Et puisque tu as sauvé le trône, je veux te remercier à ta juste valeur. Voici 20 kilos d'or pur en poudre et 10 de mes gardes qui t'escorteront durant ton voyage. » Fou de joie, mais inquiet pour son maître, Pépin repartit donc vite vers Avignon. Et en effet, le comte avait accumulé les erreurs et dépensé tant et si bien qu'il s'en était retrouvé complètement ruiné. Pépin retrouva donc le domaine abandonné par son maître. Il le racheta et vint m'offrir ce que je tiens à présent sur mon bras, mon ami, car ce comte idiot, voyez-vous, c'est bien moi. Et en pénitence de ma bêtise, je me suis promis de vivre à présent comme un sans-le-sou, errant et contant mon histoire. Le Moyen-Âge a connu d'importants grands voyageurs, dont nous avons retenu surtout Marco Polo. Mais avant lui, Asselin de Crémone, Jean-Plan de Carpin et Guillaume de Rubruck firent route vers l'Asie. Si le voyage de Marco Polo, connu sous le titre du Devisement du monde ou du Livre des merveilles, est très célèbre, il est d'autres récits moins cités, comme celui d'Ibn Battuta, le plus grand voyageur arabe du monde médiéval, qui fit 4 grands voyages en Asie et en Afrique. On sait qu'il entendit parler de Kanga Moussa, le sultan dont parle notre histoire, et vit même son successeur lors de son dernier voyage. Kanga Moussa, quant à lui, dominait l'empire du Mali de 1312 à 1337. Il fit donc une expédition gigantesque avec peut-être 10 000 hommes pour aller en pèlerinage à la Mecque, et resta 3 ans au Caire. Il est considéré comme l'homme le plus riche de tous les temps. Son passage dans la région provoqua une dévaluation de l'or pendant plus de 10 ans en raison de sa générosité et de ses largesses. Il revint avec des savants et des architectes, et la légende dit qu'il faisait construire une mosquée par semaine.